Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation, une émission consacrée aujourd'hui aux maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin, les MICI, des maladies auto-immunes chroniques dont le traitement a fait beaucoup de progrès. Donc le traitement corticoïde prolongé a longtemps compliqué leur pronostic avec une iatrogénie importante, mais on voit qu'il y a des améliorations dans la stratégie thérapeutique qui laissent même entrevoir une guérison. Et nous allons aborder ces points, entre autres, avec le professeur Laurent Baugerie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes gastro-entérologue, vous êtes chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et vous êtes bien sûr spécialiste des MICI qui vous occupe à plein temps avec une équipe de recherche dédiée. Alors, on parle beaucoup actuellement des maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin. MICI, ça regroupe quoi comme acronyme? Alors, c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique essentiellement. Et sinon, on parle toujours de la pouchite, c'est ça ou... Bon, la pouchite, c'est quelque chose de très particulier quand on a retiré tout le côlon et tout le rectum et que l'inflammation s'attaque à l'intestin grêle dans la rectocolite. Donc, c'est une niche. Donc, c'est une niche et on retient Crohn et rectocolite hémorragique. Alors, ces deux maladies inflammatoires, on voit qu'il y a des maladies inflammatoires dans différents organes. Ça va peut-être vous paraître un peu béotien, ma question, mais c'est quoi la différence entre un MICI et un Crohn, entre un Crohn et une rectocolite? Comment est-ce que vous définiriez ça? La maladie de Crohn, elle peut toucher tous les segments du tube digestif de la bouche à l'anus, en particulier la fin de l'intestin grêle, le côlon et la sphère anale, alors que la rectocolite hémorragique, c'est cantonné au rectum et au côlon, et c'est une inflammation qui est ascendante, qui touche toujours le rectum et qui peut s'étendre à toute ou partie du côlon. Et alors, quel est le rapport avec d'autres colites qu'on connaît moins bien, qui sont des formes un petit peu différentes? On ne sait pas si c'est des maladies liées à une maladie de la paroi ou si c'est une maladie inflammatoire. Alors, il y a des colites qui s'appellent les colites microscopiques, dont il existe deux types, la colite lymphocytaire et la colite collagène. Par opposition à la rectocolite hémorragique, il n'y a jamais de l'ulcération très sévère, il n'y a pas de cancérisation possible. Et puis, c'est des maladies qui sont moins chroniques de toute une vie que les MICI, parce que souvent, d'ailleurs, on identifie une cause médicamenteuse de ces colites microscopiques, oui. Et au bout de 3 ans, il y a beaucoup de malades qui sont guéris. Et quand vous dites les causes médicamenteuses, à un moment, on avait même évoqué des IPP, certains IPP. Tout à fait. Et parmi les IPP, il y en a un seul qui donne des colites microscopiques, c'est le lansoprazole. Malheureusement, c'est celui qui a été retenu par l'Assistance publique et Hôpitaux de Paris. Et puis, il y a certains antidépresseurs, il y a certains vénotoniques. Les gastro-entérologues connaissent bien ces traitements, moins bien le reste de la communauté médicale, malheureusement. Et c'est des diarrhées à ce moment-là qui sont beaucoup moins sévères que les diarrhées? Ah non, alors la diarrhée elle-même, pour les patients, elle est très sévère, c'est-à-dire que c'est souvent des diarrhées invalidantes, avec des selles urgentes, des selles la nuit, quelquefois de l'incontinence, les gens ne sortent plus de chez eux. Mais ils n'ont pas de fièvre, ils n'ont pas dans le sang une CRP très élevée, il n'y a pas d'inflammation systémique majeure, c'est essentiellement quelque chose qui pourrit la vie. Chez des dames très âgées, il peut y avoir une carence en potassium, mais ça menace moins potentiellement la vie que les MICI. Alors, si on revient maintenant sur fréquence, rapport homme-femme, en France et dans les pays occidentaux, c'est quoi l'image ? Alors, en gros, maintenant, il y a de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique absolument partout dans le monde. C'est une maladie, on dit que Louis XIII avait une maladie de Crohn, on n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est possible. C'est une maladie de ses fistules. Oui, de ses lésions périnéales. C'est quelque chose qui a démarré, M. Crohn, 1932 à New York, les pays développés, ensuite l'Europe du Nord, etc. Mais pour faire court, actuellement, tous les pays du monde, les régions les plus rurales, les moins développées qui adoptent le mode de vie occidental, eh bien, bingo, d'abord la rectocolite hémorragique et 10 ans après la maladie de Crohn. Donc on peut dire que c'est une forme de pandémie inflammatoire maintenant, les MICI. Alors vous dites pandémie inflammatoire, dès qu'ils adoptent un mode de vie occidental, c'est lié quoi, à l'alimentation Le mode de vie occidental, c'est plein de choses. C'est la pollution, c'est l'alimentation, c'est le tabac, c'est la pollution atmosphérique, etc. Et donc quand on parlait d'agrégat familial, autrefois, c'est quelque chose qui est lié à l'alimentation? Alors ce ne sont pas des maladies très génétiques. On a maintenant presque 200 gènes de susceptibilité. Il y en a un majeur qui a été décrit conjointement par un Français et un Américain, qui s'appelle NOT2. Mais même si vous avez ce gène, vous naissez avec ce gène, vous avez plus de 90% de chances de ne pas développer la maladie au cours de la vie. Donc on ne s'en sert pas en clinique. Et à partir de là, est-ce qu'on a identifié des causes déclenchantes plus graves que d'autres ou plus marquées ? Par exemple, une infection intestinale documentée par une bactérie, Campylobacter, Clostridioides difficile, etc., peut déclencher la MICI. Facteur d'environnement, le tabagisme actif ou la pilule œstroprogestative chez la femme peut déclencher, favoriser
l'apparition de la maladie de Crohn, et une fois qu'elle est là, le tabagisme actif va même aggraver l'évolution de la maladie de Crohn, alors que paradoxalement, c'est l'inverse dans la rectocolite hémorragique. Oui, exactement. Et donc, quand on conseille d'arrêter le tabac à un Crohn, est-ce qu'il faut aussi conseiller d'arrêter le tabac à une rectocolite? Bien sûr que oui, hein, parce que les cancers du poumon, c'est bien plus fréquent. Enfin, évidemment, il y a beaucoup plus d'avantages à arrêter. Alors, on a même à un moment essayé de traiter les rectocolites par des patchs de nicotine. Les malades avaient mal à la tête, etc. Ça n'a pas fait long feu, mais c'est pour vous dire que probablement, il faut différencier l'effet de la nicotine, l'effet des goudrons. Donc dans la maladie de Crohn, c'est un effet délétère, et probablement que dans l'effet protecteur dans la rectocolite du tabagisme se fait via la nicotine et non pas les goudrons. D'accord. Et alors, on a parlé d'alimentation de type européenne. Donc, qui dit alimentation est quelque chose qui est aussi à la mode que les Mickey, c'est le microbiote intestinal dont on parle beaucoup ces dernières années. Et donc, c'est quoi le rapport qu'il peut y avoir entre ce microbiote, où ça paraît, on sent qu'il peut y avoir un rapport direct avec la paroi intestinale, bien sûr, et les maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin? Alors, il y a un lien entre... Bon, le microbiote, il se constitue dans les premières années de vie, il reste assez stable après. Si vous prenez des antibiotiques, il va être effectivement altéré pendant quelques jours, puis après, il y a le concept de résilience, il va revenir à l'état antérieur. Mais le fait de manger, par exemple, beaucoup de fibres, ça s'appelle des prébiotiques, parce que ça va faire fermenter le côlon et ça va changer le profil de la flore, du microbiote. Ça favorise les bactéries qui se nourrissent de ces fibres. Absolument. Donc ça, tout le monde peut comprendre ça. Après, si vous voulez, ce qui est moins intuitif, c'est que la malbouffe, qu'est-ce que c'est que la malbouffe? C'est manger beaucoup de viande animale, etc. Mais c'est aussi tout ce qui est alimentation transformée, ou ultra transformée. Les édulcorants, les émulsifiants, les conservateurs, etc. Et donc là, par exemple, il y a une étude très élégante récente d'un chercheur français. On tire au sort 2 groupes de volontaires sains, ils n'ont pas une maladie de Crohn. Pendant 3 semaines, les 2 groupes ont exactement la même alimentation, mais un des 2 groupes est supplémenté en quelque sorte en un émulsifiant ou un additif alimentaire à une dose qui est celle qu'on peut avoir dans l'alimentation normale. Et au bout de 3 semaines, le microbiote de ceux qui ont mangé l'additif alimentaire est différent de ceux qui ne l'ont pas mangé, dans un sens où, par exemple, la mucine, qui est un film protecteur du côlon, est changée dans le mauvais sens du terme. Donc actuellement, on en est venu... Alors, ce n'est pas quelque chose qui va traiter une poussée de façon spectaculaire, mais dans le fait d'éviter la rechute de la maladie, de plus en plus, le message pour nos malades, c'est manger sain, manger circuit court, utiliser l'application Nutri-Score et attachez-vous surtout aux chiffres 1, 2, 3, 4, essayez de manger le moins transformé possible. On a déjà donc des indices assez forts pour penser que c'est une voie d'amélioration des Mickey à long terme. Avec des microbiotes qui sont différents dans le Crohn par rapport au sujet normal, dans le Crohn par rapport à la rectocolite? Alors ça, si vous voulez, c'est la biologie moléculaire qui a fait qu'on est passé des quelques espèces cultivables à identifier l'ensemble. Les centaines d'espèces qu'on porte. Donc c'est 2 kilos de bactéries. Non seulement d'ailleurs des bactéries, mais des virus. Alors, microbiote bactérien, c'est le plus abondant, 2 kilos de bactéries. Vous avez aussi les virus, vous avez aussi le microbiote fongique. Vous avez des phages, enfin vous avez plein de choses, des archaées, etc. J'insiste pas là-dessus. Le plus important, c'est le microbiote bactérien. Et il y a une dizaine d'années, c'est d'ailleurs dans mon équipe que Harry Sokol et Philippe Sexic ont décrit que finalement les Crohn et les rectocolites en poussée avaient un microbiote qui était pas bien, ce qu'on appelle la dysbiose. Dysbiose voulant dire moins de biodiversité. Et puis quand on regarde la composition des bactéries, pour faire assez simple, un excès de mauvaises bactéries, qui sont les bactéries pro-inflammatoires, les protéibactéries, par exemple certains types d'Escherichia coli, et un déficit en bactéries plutôt favorables. Et parmi elles, ils ont décrit une bactérie qui est reprise dans le monde entier, qui s'appelle Faecalibacterium prodnitzii. On l'abrève, son petit nom c'est F-Pro, c'est plus simple à prononcer. Et on sait que dans le Crohn et la RCH, mais dans d'autres maladies aussi, quand on a une dysbiose, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre du microbiote, eh bien on a une carence en F-Pro. Et actuellement, parmi les pistes thérapeutiques, on essaie de faire pousser industriellement cette bactérie qui est anaérobie, donc c'est très compliqué à faire, ou alors d'identifier par des méthodes de recherche fondamentale quel est le vecteur de cette action anti-inflammatoire. Donc c'est passionnant et l'histoire est en train de s'écrire. Si on revient maintenant sur le pronostic, qu'est-ce qui fait la gravité de la maladie de Crohn et la gravité de la rectocolite? Une première gravité immédiate qui est la qualité de vie des patients. Quand on est fatigué, on n'ose pas prendre les transports par peur d'avoir une incontinence, c'est tout à fait intuitif et évident. Quand on arrive à corriger la clinique, qu'est-ce qui reste? Il reste les lésions inflammatoires. Les lésions inflammatoires, malheureusement avec nos traitements actuels, mais on va progresser beaucoup dans les années à venir,
on arrive presque une fois sur 10 à avoir un résultat complet, c'est-à-dire à 0 inflammation. Donc il reste toujours un petit peu d'inflammation. Si l'inflammation n'est pas du tout contrôlée, ce qui menace dans le Crohn en RCH, c'est les complications mécaniques, c'est-à-dire saignement, une petite artère, un ulcère qui érode une artère, c'est l'occlusion dans la maladie de Crohn, les sténoses qui vont faire qu'on a une obstruction chronique ou une occlusion. Et puis, la chose qui nous concerne le plus finalement sur la durée de la vie et de la maladie, c'est la prévention des cancers liés à l'inflammation. Donc, vous savez que le cancer colorectal touche un Français sur 20, c'est un cancer fréquent, et quand on a une colite ancienne étendue, ce risque est nettement multiplié. Donc c'est à nous, gastro-entérologues, avec les patients, d'avoir des stratégies d'anticipation et de ne pas se faire piéger par un cancer évolué avec métastase, c'est-à-dire avoir une stratégie, pour parler simplement, de surveillance endoscopique, alors que dans la population générale, comme vous le savez peut-être, actuellement de 50 à 75 ans, on fait de la prévention par des tests fécaux où on cherche un saignement non visible dans les selles, mais quand on a une Mickey, on a un saignement visible. Donc ces patients ne sont pas éligibles à ce système généralisé de dépistage et on doit les surveiller par des coloscopies itératives. Donc cancer du côlon pour rectocolite et maladie de Crohn du côlon, mais pas que. Maladie de Crohn de l'intestin grêle, adénocarcinome du grêle, et ce n'est pas un bon cancer malheureusement. Et puis dans les formes dont on a parlé, Louis XIII, les formes un peu suppuratives chroniques de l'anus, il y a aussi possibilité de cancérisation des trajets fistuleux, et ce n'est pas non plus très simple à gérer. Et alors on disait qu'on avait fait beaucoup de progrès avec les traitements, mais qu'il y avait quand même certaines maladies, en particulier dans le Crohn, des atteintes de la paroi ou des fibroses ou des fistules qui étaient difficiles à traiter. Est-ce que ça, on voit ça, donc c'est l'histoire naturelle dans la maladie de Crohn. Par exemple, on dit soit c'est une inflammation, juste la paroi est épaissie comme un pneu de vélo, soit c'est ce qu'on appelle le phénotype perforatif. Il y a des abcès, des fistules, fistules quand c'est lent, abcès péritonite quand c'est plus rapide. Et puis le phénotype de fibrose sténosant. Donc c'est ça qu'on essaie de freiner dans ce qu'on appelle en anglais le treat to target, c'est-à-dire on essaie de se donner la cible d'éviter ces lésions irréversibles, ce qu'on appelle la progression des lésions. Qui sont de toute façon liées pour vous à l'inflammation et à l'auto-immunité. C'est l'évolution naturelle des choses dans les formes les plus sévères, et on essaie de la contrecarrer, de la freiner par nos traitements d'entretien qui sont pour la plupart immunosuppresseurs. Alors un petit mot sur le diagnostic, donc de maladies qui sont peut-être pas forcément très difficiles à diagnostiquer dans les formes typiques. Alors non, la Mickey la plus facile à diagnostiquer, c'est la rectocolite hémorragique, parce que à quel âge que ce soit, quand on a du sang dans les selles, on s'inquiète, et puis on va tout de suite faire une endoscopie. Ce qui est beaucoup plus piégeant, c'est la maladie de Crohn pas très sévère de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est un organe un peu caché. Même si on fait une fibro haute ou une colo, on ne va pas forcément voir ça. Donc c'est là que souvent des enfants, des adolescents, des adultes sont considérés comme ayant une colopathie fonctionnelle parce qu'ils ont très mal au ventre, et que ça, dans la population générale, c'est extrêmement répandu. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet, notamment pour les médecins généralistes, de savoir que quand on n'est pas manifestement dans la colopathie habituelle, que les gens sont fatigués, que peut-être si on fait un labo de débrouillage, on a une CRP un tout petit peu décalée, mais même sans avoir une CRP décalée, on a un test qui est très fiable, qui s'appelle le dosage de la calprotectine fécale. C'est une protéine qui est sécrétée par les globules blancs, qu'on dose assez simplement dans les selles. Et quand on a une Mickey, cette calprotectine, elle est élevée. Quand on a une colopathie fonctionnelle, ce qu'on appelle le syndrome de métastasie irritable, elle est normale. Donc ça, dans l'algorithme, c'est très important. Et donc, lorsque les médecins généralistes nous envoient pour avis des patients en disant « je voudrais être sûr que mon patient, jeune ou moins jeune, n'a qu'une colopathie fonctionnelle », c'est ça qu'on va faire. On va le faire une ou deux fois pour être bien sûr. Malheureusement, en France, depuis des années, on se bat pour le remboursement de ce test. Il n'est toujours pas, à la nomenclature, il n'est pas remboursable, donc pas remboursé, même avec une mutuelle, et ça coûte 60 €. Mais le faire une fois pour être sûr qu'on n'a pas de maladie de Crohn, c'est quand même très intéressant. Et donc, en attendant de faire cette calprotectine qui doit peut-être être soumise pour le moment donc, aux hôpitaux ou pas du tout. Non, dans n'importe quel petit labo de ville, on envoie un plus gros labo, mais c'est 60 €. Et en attendant, donc pour être sûr de ne pas les demander à tort et à travers, est-ce que, par exemple, justement, là, vous citiez cette atteinte du grêle débutante, c'est quoi les crises? C'est des crises qui reviennent fréquemment? C'est des crises qui s'accompagnent d'un amaigrissement? C'est des crises où il peut y avoir des carences? C'est assez logique, c'est-à-dire dès que vous avez de la fièvre, c'est plus une colopathie fonctionnelle. Dès que vous avez une perte de poids ou une croissance qui ne se fait pas bien chez un enfant ou un adolescent, attention. Dès que vous avez des signes qui sont extra-intestinaux, c'est-à-dire en plus des douleurs articulaires, de l'inflammation de l'œil, etc. Donc tout ça est assez facile à comprendre. Donc vraiment, le cas le plus fréquent, c'est
Les petits-enfants qui ont mal au ventre, c'est archi fréquent. Les généralistes connaissent ça par cœur. Il faut simplement savoir à partir de quand on dit « oh là là, c'est quand même un peu sévère, les symptômes sont assez intenses, l'impact sur la qualité de vie est importante ». Donc avant de se lancer sur le régime sans gluten, etc., enfin, les approches un peu extrêmes de la colopathie fonctionnelle, il faut être sûr que ce n'est pas une colopathie organique de type Crohn ou RCH. Et donc, c'est toujours la même chose. Les rhumatologues, ils voient plutôt des douleurs articulaires au cours des Crohn. Peut-être que les dermatologues, ils voient des érythèmes noueux. En pratique, vous qui voyez beaucoup de ces maladies-là, les atteintes extra-articulaires, c'est fréquent ou c'est pas fréquent? C'est fréquent, enfin c'est fréquent, c'est 10 à 20%. Si on les interroge dans l'histoire, on peut retrouver... Non, alors vous avez tout un pan de patients qui n'ont jamais eu et qui n'auront jamais de manifestation ATRC. C'est un sous-groupe de malades qui ont... Et chez ces malades-là, les traitements très anti-inflammatoires en général sont intéressants parce que non seulement ils sont anti-inflammatoires sur le côlon, mais aussi sur les manifestations extra-intestinales. Et les malabsorptions, ça existe? Si par exemple, il y a des densitométries qu'on fait maintenant régulièrement, si on voit des femmes avec des densitaux effondrés, c'est une cause? La malabsorption au sens historique de quelqu'un qui est très maigre, etc., on ne voit plus ça. Évidemment, on peut avoir une malabsorption si on a dû être opéré pour un Crohn sévère de 1,50 m d'intestin grêle, mais on ne voit pas. Ce que nous faisons au gastro-entérologue dans le suivi des MICI, on fait une fois par an le dosage de la ferritine, bien sûr, les carences en fer sont extrêmement fréquentes chez l'homme et chez la femme. On fait le dosage de la vitamine B12, de la vitamine B9, c'est-à-dire des folates, et de la vitamine D. Et on a très souvent des carences en B12, en folates et en vitamine D, à la fois dans la maladie de Crohn, ce qui est logique, mais également, de façon plus curieuse, dans la rectocolite hémorragique. Donc on essaie d'avoir les niveaux corrects parce qu'il y a des modèles expérimentaux translationnels qui suggèrent que la carence en vitamine D, qui est extrêmement fréquente, la moitié de la population générale française, si on a un Crohn ou une rectocolite hémorragique, il vaut mieux pas avoir de carence en vitamine D parce que quand vous créez un Crohn chez un rat et que vous le carencez en plus en vitamine D, les lésions sont plus sévères. Oui, on a vu une association entre carence en vitamine D et maladie auto-immune, pas seulement le Crohn. Et c'est toujours valable quand on nous apprenait carence en folate, c'est une atteinte proximale et carence en vitamine D, c'est une atteinte distale de l'intestin grêle? Et ça peut se voir, comme je vous l'ai dit, même dans la rectocolite où il n'y a pas de lésion organique de l'intestin grêle. Donc il y a aussi des questions d'apport avec, vous savez, les religions alimentaires actuelles. Donc vous avez des gens qui mangent les carences en folate, qui mangent plus d'œufs, etc. Donc ça peut se voir sans forcément qu'il y ait une malabsorption organique. Et alors, vous commencez par une rectosigmoïdoscopie ou il y a une coloscopie d'emblée? Quand on a une suspicion de rectocolite, on va en général à la coloscopie tout de suite. Avec des biopsies systématiques? Bien sûr, mais surtout on voit s'il y a des lésions ou pas. Et puis dès qu'on suspecte une maladie de Crohn, quitte à endormir le malade, on fait carrément le haut, le bas, endoscopie ésogastro-duodénale par le haut, coloscopie en essayant d'aller dans la fin de l'intestin grêle, ce qu'on appelle une iléoscopie rétrograde. Et on fait toujours une entéro-IRM, parce que pour voir l'intestin grêle, il y a 50 ans, ça s'appelait le transit Barité, maintenant c'est complètement fini, c'est l'examen royal, c'est l'entéro-IRM, et si on n'a pas ça à porter, on peut faire aussi un entéroscanner ou un scanner tout court. Et à partir de là, quelles sont les différences que vous nous avez dit donc la rectocolite, c'est une atteinte ascendante du côlon, alors que le Crohn, ça peut être plus diffus, patchy, multisegmentaire, oui, tout à fait. Et à partir de là, est-ce que à la biopsie, est-ce que c'est des atteintes de toute la paroi, d'une partie de la paroi? Il y a des granulomes, je crois, dans la rectocolite hémorragique, les lésions sont un peu plus superficielles, donc, mais on a aussi des formes furieuses de rectocolite, ce qu'on appelle la colite aiguë grave dans notre jargon de gastro-entérologue, où là, carrément, les ulcères peuvent traverser toutes les parois. Le Crohn, c'est beaucoup plus une maladie non seulement de toute la paroi, mais également de l'atmosphère péri-intestinale. Il y a ce qu'on appelle une sclérose, une lipomatose des mésos. Et on dit même que c'est un réservoir d'inflammation. Et quand on opère un malade qui a un Crohn très ancien, on voit que les tissus, enfin tout le support du méso est très épaissi et très scléreux. Et alors, donc, dans le Crohn, il y a des lésions histologiques qui sont plus caractéristiques que dans Dans le Crohn, une fois sur 5, entre une fois sur 5 et une fois sur 2, on a ce qu'on appelle les granulomes gigantocellulaires et épithélioïdes, qui sont communs avec la tuberculose. Il y a un seul diagnostic différentiel actuellement avec le Crohn, granulomateuse, c'est la tuberculose intestinale. Donc maintenant, avec le quantiferon, on a un excellent outil pour différencier. Et puis les granulomes de la tuberculose ne sont pas les mêmes que les granulomes de la maladie de Crohn. Et puis une fois qu'on
on est sûr de ça, on peut se lancer dans le traitement du Crohn sans réserve. Et alors, quand on analyse ces biopsies, j'imagine qu'on est allé jusqu'à les analyser en termes de quelles sont les différentes cytokines qui sont appliquées, les différentes cellules. Est-ce que ça vous donne des pistes pour différencier les traitements? Alors, il faut se méfier des concepts qui, par exemple, on a un développement industriel phase 1-2 de tas d'anticytokines, d'anticorps monoclonaux. On a parfois d'excellentes raisons de penser qu'une nouvelle approche va être couronnée de succès, et c'est parfois l'inverse. Donc, il faut être très humble. Les modèles expérimentaux animaux de Crohn sont assez imparfaits, ils sont assez différents de la maladie de Crohn elle-même. Donc, c'est un prérequis pour une nouvelle molécule d'empêcher ou de réduire l'inflammation induite, par exemple, par des produits chimiques chez le rat ou chez la souris. Mais après, on ne peut pas ne pas faire des essais de phase 1, 2, 3 et dire ça marche ou ça ne marche pas, avec des déceptions et des bonnes surprises. Alors, il y a quelques années, on avait des traitements qui étaient plutôt anciens et beaucoup de corticoïdes, où les maladies, d'ailleurs, avaient la réputation d'assez bien réagir à la corticothérapie. Et j'imagine que, comme toutes les autres maladies auto-immunes et inflammatoires, vous avez été confronté à des accumulations de cures à répétition de corticoïdes qui, à la fin, à des imprégnations cortisoniques avec toutes les complications, les nécroses de hanches, etc. Donc, pour essayer d'être simple, actuellement, la cortisone, c'est un joker. C'est un joker, une carte qu'on va jouer une fois, on essaie de la jouer une seule fois ou une fois de temps en temps, le moins longtemps possible, moins de 3 mois. Dans la rectocolite, c'est souvent des cures assez brèves de 2 mois. Ça reste quelque chose d'intéressant pour le court terme, parce que c'est une action, comme vous le savez, assez rapide. Mais bien sûr qu'on en donne le moins possible et qu'on a des moyens de faire autrement. Déjà, sur le court terme, dans la maladie de Crohn, on redécouvre ce qu'on appelle l'approche nutritionnelle, c'est-à-dire en mettant en repos le tube digestif ou en donnant une alimentation. Je vous parlais tout à l'heure de l'alimentation bio-circuit court non transformée, mais le fait, au lieu de donner de la nourriture complète, de donner ce qu'on appelle une nourriture polymérique, c'est-à-dire déjà un petit peu coupée en grosses molécules, c'est anti-inflammatoire. Il y a un produit un peu miracle qu'a mis au point Nestlé qui s'appelle le Modulène, qui paradoxalement est assez transformé, mais transformé là dans le bon sens, et qui est un truc qu'on peut boire, donc qui n'a pas un goût trop dégueulasse, et qui est anti-inflammatoire. Donc il permet, avec les antibiotiques, un petit peu de couvrir les premiers jours, ce qui était intéressant avec la cortisone, et de donner finalement le temps d'agir à nos traitements immunosuppresseurs et anti-inflammatoires. Alors, vous disiez, dans les vieux de la vieille, il y a une très bonne classe qui s'appelle les dérivés de 5-aminosalicylés, cousin germain d'aspirine, la mésalazine, et ça, c'est un excellent traitement de la rectocolite hémorragique, ça le reste. Le gros avantage en termes de bénéfice-risque, c'est que ça ne diminue pas les défenses immunitaires. Donc, ça peut se donner pendant des années, il faut suivre la fonction rénale, c'est tout, et c'est un excellent traitement de fond et d'épousser la rectocolite hémorragique. Et puis après, on a toute une batterie de traitements biotechnologiques, des anticorps monoclonaux. Le premier, historiquement, c'est le Remicade. On a 20 ans de recul avec le Remicade. Il y a un anti-TNF. Voilà, un anti-TNF. On a 2 ou 3 anti-TNF dans le Crohn et dans le RCH. Et puis, on est moins riche qu'en rhumato ou qu'en dermato. On en est aujourd'hui à 3 ou 4 classes différentes en anticorps monoclonaux. Et puis, il y a ce qu'on appelle les nouvelles petites molécules. Donc, les anciennes petites molécules, c'est l'Immurel, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui a 70 ans d'âge dans le Crohn, qu'on utilise encore beaucoup, en particulier dans certains pays du monde. Mais on a des nouvelles petites molécules, notamment, en rhumato, vous les avez aussi, les anti-JAK, le tofacitinib, et puis les molécules qui vont faire de la rétention de lymphocytes dans les ganglions lymphatiques, qui sont tous les modes, osanimod, etc. Et donc, si on s'organise, donc il y a 2 maladies déjà. Donc, rectocolite, vous nous dites que donc la mésalazine, ça peut marcher très bien et pendant un Alors, c'est peut-être l'exception. Je dis la mésalazine, c'est la rectocolite, mais tous les autres médicaments, en général, sont développés par les industriels dans les 2 maladies et la plupart finissent par être approuvés dans les 2 maladies. Donc, le Crohn, on commence par ça si c'est pas trop fort. Si c'est une énorme crise qui arrive à l'hôpital avec des hémorragies, j'imagine qu'à ce moment-là, il y a eu une corticothérapie. C'est quoi, c'est une corticothérapie? Alors, dans la poussée sévère de Crohn, on met l'intestin en repos, donc on ne mange plus, des antibiotiques et puis corticoïdes ou anti-TNF. Les anti-TNF, c'est encore ce qu'on donne un petit peu le traitement je disais, pour éteindre le feu, c'est le Canadair. C'est le truc le plus puissant qu'on ait encore. Et que vous donnez quoi, sous forme de bolus ou que vous donnez sous forme de... Non, on fait ce qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire on fait une première injection intraveineuse, puis une deuxième 2 semaines après, une troisième 6 semaines après. Et maintenant, les industriels ont beaucoup travaillé ces derniers temps. Je parlais pour les corticoïdes. Ah, pardon. Pour les corticoïdes, dans la rectocolite par voie intraveineuse, 2 ou 3 jours éventuellement dans la maladie de Crohn, et puis ensuite on reste sur entre 40 mg dans la rectocolite ou 1 mg kilo,
Et puis ensuite, dès qu'on a l'amélioration des symptômes, on va faire une décroissance pour essayer de faire un sevrage complet en 3 mois. En 3 mois, c'est ça. Et donc, par contre, si on voit que s'il y a un malade, parce que c'est toujours la même chose, les malades, il faut pouvoir vous les envoyer, il faut que vous puissiez les accueillir. Combien peut attendre un malade, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas attendre? Est-ce qu'il y a un moment donné, le médecin, en vous l'adressant, sachant qu'il peut y avoir un délai, il est obligé de donner une corticothérapie? J'ai énormément de respect pour les généralistes, pour les urgentistes. Ils sont formidables, on travaille beaucoup avec eux à l'hôpital Saint-Antoine, mais honnêtement, les Mickey, c'est un problème de spécialiste. Le choix d'un traitement dans l'urgence, dans la poussée, les enjeux sont très importants. Donc c'est pour ça aussi que le fait que les grosses équipes comme la nôtre, on essaie de créer des collaborations, des systèmes de semi-urgence, c'est très important justement pour éviter les retards thérapeutiques. Alors on travaille évidemment aussi beaucoup. Ouais, téléphone, Internet, etc. On travaille aussi beaucoup avec les libéraux, bien entendu. Donc les gastroentérologues libéraux souvent commencent la cortisone au cabinet. Mais après, si ça ne marche pas, les poussées les plus sévères, ça se termine parfois à l'hôpital. Ouais. Donc, ou en clinique. Vous avez organisé un circuit pour prendre en charge les urgences. Ça représente combien de malades, à votre avis? Je ne sais pas, nous, à Saint-Antoine, on sait très bien parce qu'on a créé un système d'information où on suit tous nos patients. On suit 3000 patients. Et on a chaque jour une consultation de semi-urgence. On a 6 patients qui viennent parce qu'ils ont envoyé un mail à la coordinatrice de soins en disant « ça ne va pas, j'ai de la fièvre, etc. » Et puis, voilà. Ce n'est pas forcément des nouveaux malades, mais c'est des malades qui... Alors ça, c'est la file active, c'est-à-dire ceux qu'on voit au moins en face de nous une fois par an et qui ont des choses qui ne vont pas bien. Et donc là, il y a aussi des suivis à distance qui sont en train de s'organiser dans certains pays d'Europe expérimentaux qui sont très intéressants. Plutôt que par exemple, c'est par un système d'application ou être lié par Internet à son pôle de référence. On va donner tous les mois ses symptômes. On va même, je vous parlais de la calprotectine, il y a des calprotectines, des systèmes maintenant colorimétriques où le patient s'achète, comme les diabétiques, un petit dispositif chez lui, et puis tous les mois, il va se photographier, et en bout de chaîne, le réseau de soins va dire « Ah, attention, celui-là, il a la calpro qui monte, je téléphone, je le fais venir, etc. » Et les pays qui ont commencé à travailler là-dessus, alors ça demande de l'argent, du temps, etc., c'est pas du tout facile, c'est au contraire très compliqué à mettre en œuvre, mais ce qu'on voit, c'est qu'en bout de chaîne, il y a moins de poussées, moins d'hospitalisation. Et actuellement, ce qui coûte cher, parce que les traitements biotechnologiques ont des biosimilaires, donc le poids économique des Mickey qui a été, il y a 20 ans, qui était les biosimilaires, et ensuite l'hospitalisation, maintenant c'est de nouveau l'hospitalisation qui pèse le plus dans ce qu'on appelle le burden économique des Mickey. Alors donc, les crises, il y a un système de semi-urgence. Sinon, les malades arrivent, vous les mettez au repos digestif, vous leur donnez des antibiotiques et vous débutez des biothérapies. Vous débutez par laquelle? Vous débutez par les anti-TNF, la plus ancienne, ou vous débutez par les nouvelles? Comment on organise la stratégie de prise en charge d'une maladie qui, à long terme, effectivement... Alors, c'est des décisions qui sont maintenant vraiment individuelles, c'est-à-dire que les autorités sanitaires nous ont obligés, un certain temps, de faire corticoïdes, Immurel, puis ou azatioprine, puis anti-TNF, et en cas d'échec des anti-TNF, les nouveaux. Maintenant, les choses sont beaucoup plus ouvertes, et on a dans les progrès de la recherche thérapeutique des essais face à face. On compare deux biologiques et ça permet de les utiliser l'un ou l'autre. Donc on va faire déjà, on va se projeter sur le moyen terme, voir quelle est la fragilité du patient. Si c'est un patient âgé qui a déjà des comorbidités, il y a certaines classes qui sont plus dangereuses que d'autres. Donc on va voir quelle est l'urgence de la poussée. On ne met pas tout le monde au repos digestif aux antibiotiques, mais on va donner un traitement anti-inflammatoire rapide. Donc encore une fois, les anti-TNF gardent un certain avantage par rapport aux formes les plus urgentes, mais dans tous les autres cas, on peut choisir la classe qu'on veut. Et chez quelqu'un de 90 ans qui a 3 comorbidités, on ne choisira pas forcément les anti-TNF. Mais on choisira toujours avec la perspective de l'induction de la réponse, idéalement de la rémission, et ensuite essayer de la maintenir. Et c'est dans le maintien de la rémission, ou quand la rémission n'est pas parfaite, que là, il n'y a plus le feu au lac. Et là, on peut travailler sur les approches qui sont plus l'environnement, l'alimentation, et essayer de modifier le microbiote, c'est-à-dire de corriger, de revenir à une composition du microbiote qui ne favorise pas la rechute.
Et donc on va avoir donc des séquences thérapeutiques, des séquences au cours de la poussée et puis des séquences au cours de la vie du malade avec l'objectif, vous avez dit tout à l'heure, treat to target, c'est-à-dire que vous avez un objectif. Cet objectif, il est quoi? C'est un score clinique, c'est un score clinico-biologique. Il y a 50 ans, ce qu'on voulait, c'est plus de fièvre, plus de douleur. Bon, maintenant, on est plus ambitieux, on veut plus d'inflammation dans le sang parce qu'avoir la CRP en permanence augmentée dans le sang, c'est des accidents cardiovasculaires. D'ailleurs, on a montré que les traitements anti-inflammatoires réduisent l'incidence des accidents, des AVC et des infarctus chez nos malades. Donc on veut qu'il n'y ait pas d'inflammation systémique chronique. Et on veut éviter les corticoïdes. Ah oui, mais ça c'est l'article 0, c'est pas l'article 1. Après, ce qu'on veut aussi, c'est le moins d'inflammation possible. Et là, on a en tête la cancérisation. Moins on aura d'inflammation chronique importante, moins on aura de risque de cancer. Donc c'est aussi un paramètre qui joue. Et quand on n'a pas le carton plein, le résultat, on essaie d'optimiser avec ce qu'on appelle la pharmacocinétique. On dose les médicaments, on essaie de les associer. Et alors là, par exemple, pour dire que finalement, on soigne quand même de mieux en mieux nos patients, c'est qu'on commence... On le fait toujours, pour l'instant, très prudemment, mais c'est un courant très fort qui va croître très rapidement. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des con-biothérapies. C'est-à-dire on va associer des biothérapies ou associer un anticorps monoclonal avec une petite molécule ancienne ou nouvelle, plus un petit peu de corticoïdes, et puis les approches autres, l'arrêt du tabac dans la maladie de Crohn, qui est déjà un facteur très important anti-inflammatoire finalement, surtout pour éviter la rechute post-opératoire quand on a dû opérer. Et donc on va travailler un petit peu sur tous les tableaux, et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, même si on a été longtemps pas très bon en résultats, moi, je suis persuadé que dans les 10 ans qui viennent, on va faire des progrès très significatifs. Oui, parce qu'on disait que les biothérapies, ça avait été un grand progrès pour les malades et pour les médecins, bien sûr, mais que malgré tout, il y avait, en particulier dans le Crohn, des complications digestives persistantes, avec de la chirurgie qui ne baissait pas, avec des sténoses, avec de la... Alors non, ça on ne le dit plus. Maintenant, non, on est sûr qu'on améliore quand même le pronostic global, notamment le risque chirurgical dans la maladie de Crohn, etc. Maintenant, on est confronté à ce qu'on appelle l'immunisation de certains anticorps monoclonaux, en particulier le premier qui était l'infliximab. Mais fort heureusement, les nouvelles biotechnologies, je pense qu'en bientôt c'est pareil pour vous, le phénomène de l'immunisation n'existe pas ou est très faible. Donc on n'est pas obligé d'associer aux médicaments biotechnologiques un immunosuppresseur pour éviter la perte de réponse secondaire. Et puis maintenant... Encore une fois, on est moins riche que vous en rhumato ou en dermato, mais on a suffisamment d'armes pour dire, quand on a tiré une cartouche et que voilà, il faut en tirer une deuxième, on en a une deuxième, une troisième, et puis on peut faire aussi tourner la roue comme jeu de loi. Quand on a perdu l'efficacité d'un biologique et qu'on a eu une immunisation, 5 ans plus tard, on peut revenir avec un très bon résultat au même produit. Alors justement, donc, on arrive là sur les séquences thérapeutiques. Donc vous avez dit que vous choisissiez le premier traitement maintenant en fonction de différents critères avec un objectif. Donc l'objectif, quand c'est de la peau, on voit tout de suite ce qui se passe. Quand c'est les rhumatologues, ils ont l'échographie, ils voient s'il y a une synovite. Et vous, qu'est-ce que vous regardez? C'est quoi que vos confrères comprennent bien en fonction de quels critères vous raisonnez? Alors nos critères d'évaluation, donc clinique, la prise de sang standard, la CRP, et puis on va utiliser la calprotectine, dont je vous ai parlé pour différencier de la colopathie fonctionnelle. On va l'utiliser prudemment parce que ça coûte cher, mais on le fait de plus en plus. Et dès qu'on aura un remboursement, on le fera de façon massive pour faire un suivi rapproché. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas faire des endoscopies, c'est quand même un examen intrusif, risqué et coûteux. Donc, on va suivre les patients. À un moment, vous parlez d'IRM aussi pour analyser. Pour l'intestin grêle, l'IRM. Donc, pour grêle et côlon, la calprotectine. Pour le grêle, l'IRM. Pour le côlon, quelquefois des coloscopies partielles, ce qu'on appelle une rectosigmoïdoscopie qu'on peut faire sans anesthésie générale. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, quand un malade a été traité très fort et très longtemps, on va essayer de faire ce qu'on appelle une désescalade. On va passer de 3 immunosuppresseurs à 2, de 2 à 1, etc. Ou simplement les dérivés salicylés. Et pour ne pas les laisser dans la nature et les voir revenir 9 mois après en pleine poussée, on a un suivi serré qu'on peut faire avec un point clinique, un point biologique de routine, et puis cette fameuse calpro qu'on peut faire 2-3 fois par an, et qui, c'est un peu loi du Capitole. La calprotectine
elle s'est normalisée, elle va remonter 3 mois avant l'apparition de nouveau des symptômes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie perte de chance. Et on sait de toute façon que quand on a arrêté un médicament très efficace délibérément parce que tout allait bien, eh bien, il y a plus de 7 ou 8 chances sur 10 que ça refonctionne de nouveau très bien. Donc vous avez un vrai biomarqueur et vous nous décrivez donc des séquences thérapeutiques où vous pouvez, en fonction des objectifs, le trait to cardiaque, monter le traitement et Absolument. des séquences où vous allez le baisser. Escalade et désescalade, tout à fait. Et donc ça, c'est des séquences ça se fait sur des séquences de 6 mois, c'est assez rapide? Non, on va dire que surtout quand on a vraiment eu une vie épouvantable et qu'on tient un bon résultat clinique, en général, on se dit on va parler d'années. C'est-à-dire qu'on va maintenir ce traitement 2 ans, 3 ans. Alors vous savez, la préférence décimale, on fonctionne par multiple de 5, donc c'est souvent des séquences, des cycles de 5 ans. Et puis on se pose la question, on s'assoit en face du malade, elle dit tiens, maintenant on va refaire une évaluation approfondie des choses, et si tout va parfaitement bien, si on essayait de faire différemment, de faire une pause armée, comme je disais, pour ne pas se faire piéger par une rechute. Et à partir de là, à un moment où on a fait... Est-ce qu'on utilise encore des immunosuppresseurs que vous avez cités tout à l'heure, avec l'Immurel ou avec le méthotrexate ou avec... Alors le méthotrexate, on l'utilise beaucoup moins que vous. On l'utilise pratiquement que justement en association avec un biologique pour éviter qu'il perde son efficacité. L'azatioprine, ça reste un truc majeur, mais avec des problèmes de sécurité d'utilisation, notamment chez les patients âgés et les hommes de plus de 65 ans. Donc il y a un risque de lymphome qui est à prendre en compte dans la relation bénéfice-risque. Autrement dit, on ne traite pas pendant 25 ans quelqu'un par Immurel. On va essayer de faire autrement, mais ça reste une première ligne thérapeutique qui est encore très utilisée, notamment dans la rectocolite hémorragique. Officiellement, on doit l'utiliser avant de passer au biologique. Mais plus le temps passe, et moins on utilisera l'Immurel du fait, malheureusement, de ces problèmes de sécurité carcinologique. Et donc, vous nous avez parlé de 3 ou 4 classes de biothérapie. Est-ce que c'est des classes différentes entre le Crohn et la rectocolite? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une physiopathologie suffisamment différente entre les deux pour justifier l'emploi de biothérapies différentes, à part les anti-TNF qui sont quand même très hauts dans la cascade? Et là, donc, le temps a avancé, donc je suis obligé de vous faire une réponse courte. Globalement, quand un produit marche dans l'un, il marche dans l'autre. Alors après, il y a eu vous nous avez parlé tout à l'heure du microbiote, il y a eu des expériences de greffe fécale. Où est-ce qu'on en est de ces greffes? C'est réservé à certains malades? Il y a déjà des méta-analyses, il y a déjà des essais publiés. Donc, transplantation de la selle entière d'un donneur vivant sain chez lequel on a cherché tous les agents infectieux de la Terre. Et en faisant cette transplantation par lavement ou par sonde nasogastrique ou par des grosses gélules où on emprisonne les bactéries vivantes, on a des résultats qui sont favorables. C'est-à-dire que ça marche mieux que le placebo. Maintenant, c'est quelque chose qui est tout à fait tâtonnant, balbutiant. C'est une piste très intéressante. C'est pas très physiologique de se lavementer toutes les X semaines. Donc, encore une fois, c'est un champ de recherche extrêmement puissant et extrêmement prometteur, où on va aller vers des flores artificielles, vers identifier des super donneurs, c'est-à-dire des donneurs dont on s'est aperçu qu'en les transplantant à 10 patients Crohn et RCH, il y avait un excellent résultat. Donc tout ça est une histoire, comme vous disiez tout à l'heure, qui commence à s'écrire. Et avec à côté le fait de donner, voire certaines classes de bactéries comme... Oui, alors l'autre approche, parce que si vous savez, les probiotiques qu'on trouve en magasin diététique ou autres, c'est très empirique, c'est des produits de santé, et en général, quand on n'a pas de concept sous-jacent, ça ne marche pas. Donc là, on travaille de façon beaucoup plus performante et intelligente pour essayer de sélectionner des bactéries dont on a de bonnes raisons de penser qu'elles seront anti-inflammatoires. Et donc, tout au début de l'émission, on a dit on se dirige vers la guérison, on s'y dirige à grand train. On s'y dirige, de mon point de vue, lentement, mais sûrement. Avec justement ces associations de traitements, les séquences thérapeutiques et l'individualisation. Le travail sur l'environnement, c'est une bombe. C'est le retour au travail sur l'alimentation, avec... le tabagisme, bon, ça c'est un vieux truc, et surtout l'association des traitements, la médecine un peu personnalisée. On n'a pas encore de biomarqueurs pour prédire que tel ou tel médicament, mais ça on va y arriver, je pense, assez rapidement. Donc voilà, on sera de moins en moins frileux à dire
un patient très sévère qui aurait eu un mauvais pronostic, on va être très agressif sur le plan thérapeutique pour l'amener au plus près possible de la rémission complète. Et lorsqu'on y sera arrivé, là, on va travailler sur des approches moins agressives, moins dangereuses et plus écologiques. Alors, pour travailler avec vos confrères, il y a 2-3 questions. Donc d'abord, vous nous avez dit pour les malades, pour adresser les bons malades, quand on a un doute, il vaut mieux vous l'envoyer plutôt que laisser traîner un malade qui a une Mickey, c'est ça ? Non, je veux dire que, encore une fois, les généralistes ont plein de patients qui ont des troubles fonctionnels intestinaux, des colopathies fonctionnelles. C'est à eux, avec leur sens clinique, leur expérience, de dire là, quand même, le tableau est un peu sévère. Et je vais envoyer une fois ce patient au gastroentérologue, libéral ou hospitalier, pas du tout spécialiste des Mickey. Maintenant, tous les gastros savent faire ça. Et là, on fera une biologie approfondie de débrouillage. S'il y a des carences en vitamines, en fer. Un garçon qui a une carence en fer, c'est pas normal. Et une calpro, probablement, et peut-être une IRM de l'intestin grêle si on a des petits soupçons sur l'intestin grêle. Et une fois qu'on aura fait le ménage, soit le patient a bien une Mickey, et je suis désolé de le dire, c'est vraiment une prise en charge gastro-entérologique, c'est un peu le cœur de notre métier de gastro-entérologue, soit il a des troubles fonctionnels intestinaux, et là c'est un sujet très vaste aussi, parce qu'il y a énormément d'approches sur le régime sans gluten, le régime pauvre en FODMAP. Ce qu'on appelle les FODMAP, c'est justement des choses qui font beaucoup fermenter le côlon. Hein, l'artichaut, l'oignon, etc. Et donc tout ça, c'est des pistes pour améliorer les colopathes fonctionnels. Mais au départ, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas quand même tout à fait les mêmes approches thérapeutiques. Et donc dans le suivi, ils ont le droit de vacciner ces malades ? Alors nous, on milite pour les vaccinations dès le diagnostic, avant même les traitements de suppresseurs. Les plus importants pour nous, au-delà de DTP, polio, etc., c'est le pneumocoque, parce que déjà, un patient Crohn ou RCH, il fait plus d'infections à pneumocoque avant même d'avoir pris le premier comprimé d'immunosuppresseur. Et puis alors, les anti-TNF sont vraiment des pourvoyeurs de pneumopathie sévère, donc vraiment, ça, c'est hyper important. L'hépatite B, c'est pas mal. Et puis après, il faut faire très attention pour la fièvre jaune, hein, les vaccins vivants, donc la tuberculose, c'est plus trop le sujet, mais la fièvre jaune, il faut arrêter pendant 3 mois les immunosuppresseurs avant de les vacciner, les patients, s'ils doivent, pour des raisons professionnelles, absolument l'avoir. Vous aidez à arrêter le tabac ? Ils doivent prendre en charge, et avec alors, vous... L'arrêt du tabac, c'est à la carte, c'est-à-dire si le patient peut se faire aider par son généraliste, c'est très bien, si par son pharmacien, par l'infirmière tabacologue, par un pneumologue tabacologue. Nous, on a essayé de faire ça nous-mêmes, mais on n'est pas des professionnels de la vaccination. C'est pour ça qu'on ne vaccine que les vaccins qui sont un peu spécifiques des Mickey, et tout le reste, c'est bien sûr le médecin référent généraliste qui doit prendre ça en charge et faire le suivi. Donc on est finalement peu acteurs dans ce domaine. Donc à partir de là, c'est votre message. On arrive quand même au terme de cette émission passionnante où vous nous avez dit beaucoup de choses. Le message pour tous vos confrères pour travailler dans l'intelligence la plus profitable pour tous, c'est quoi ? Des confrères en particulier généralistes, c'est pas de retard dans la maladie de Crohn, donc pas laisser traîner quelque chose qui paraît une colopathie fonctionnelle sévère. C'est au moins une fois une évaluation gastro-entérologique avec de l'imagerie ou une calprotectine. Et puis une fois qu'on a un Crohn ou une Mickey, il faut d'emblée penser être vraiment dans l'anticipation des complications à long terme. Un adolescent qui a une pancholite, il faut déjà lui expliquer, aborder les sujets pas tabous, mais le cancer du côlon, c'est un vrai problème. Et il faut que tout le monde soit investi sur l'idée d'avoir l'inflammation minimale. Et puis, une fois qu'on est proche de la rémission, parce que honnêtement, on n'y arrive pas plus d'une fois sur 2, mais on y arrivera en associant toutes les méthodes que j'ai déclinées, on y arrivera de plus en plus. Et puis, un suivi, ne pas hésiter à faire quelque chose de nuancé, c'est-à-dire d'être très agressif à une période de la maladie, et ensuite, quand on est bien, d'essayer de travailler sur des approches plus microbiote, alimentation, travail sur l'alimentation. Et puis, bien sûr, s'il y a des problèmes psychologiques, c'est des psychologues, des psychiatres. C'est quelque chose de très multidisciplinaire, les Mickey. C'est holistique. Oui. Merci beaucoup pour votre clarté. Donc, pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur le site de fréquencemédicale.com et sur la chaîne YouTube du même nom pour les émissions plus anciennes. Et je vous dis à très bientôt sur Fréquence Médicale après cette émission passionnante.